J'ai commencé à apprendre la langue japonaise à l'âge de 3 ans. C'est ma mère qui s'est dit oh putain mon gosse il est asiatique, si c'est pas parler minimum 3 langues ça va pas le faire. Oui 3 parce que j'étais dans une maternelle en anglais et je parlais français avec mon père, puis ma mère essayait de m'apprendre le japonais. Normalement, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez la suite. Je suis allé dans une école japonaise à Paris tous les samedis après-midi pour apprendre le japonais et les maths en japonais, et ça pendant 15 ans. What the fuck, 15 ans? Mais t'es nul ou quoi? Ça peut pas mettre autant de temps pour apprendre une langue. Alors en japonais, conjugaison, grammaire, on n'a pas de ça chez nous. Les noms et les adjectifs ne s'accordent ni en nombre ni en genre. Les japonais ils se cassent pas la tête. Wow, ceci est un plagiat de niveau 12 sur la vidéo du rire jaune sur la langue chinoise. Je vous jure, je peux tout expliquer. Ah, c'est pas de ma faute si la structure grammaticale des deux langues se ressemble autant. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, essayons de clarifier quelques trucs entre la langue japonaise et la langue chinoise. Point numéro 1. La langue japonaise et la langue chinoise ne sont pas la même langue. Est-ce que c'est compris? Vous seriez surpris de savoir le nombre de fois qu'on m'a dit que c'était la même langue. Mais là où ces gens ont en partie un peu raison, c'est que la langue japonaise et la langue chinoise sont quand même vachement liées. Pour vous expliquer ça, on va faire un peu d'histoire. Nous sommes au 4e siècle et la Chine importe son écriture au Japon par l'intermédiaire de moines bouddhistes. Les deux langues parlées sont fondamentalement différentes, mais on essaie d'uniformiser leur écriture. Ces signes chinois sont appelés kanji par les japonais. Ce sont des idéogrammes, et les japonais vont par association de kanji trouver différentes prononciations. Ils gardent d'une part une prononciation japonaise dite le kunyomi, et ils rajoutent la prononciation chinoise, le onyomi. C'est comme ça que les japonais se retrouvent avec le même alphabet entre gros guillemets que les chinois. Cependant, au fil du temps pour aider les japonais à lire ces fameux kanji chinois, les japonais ont créé les katakana. Et là c'est le début des emmerdes un peu j'avoue. Ce sont des symboles simplifiés qui n'ont individuellement aucune signification. C'est comme nos lettres A, B, C, tu vois bien que tout seul ça veut pas dire grand chose. La grosse différence avec l'alphabet latin c'est que ce sont des lettres syllabes. En gros on a les voyelles A, I, E et O, mais on n'a pas les symboles pour les consonnes uniquement. Si tu veux faire le son T, il faut que ça soit T plus une voyelle. Par exemple A, ça fait T plus A, ça donne Ta. Donc jusque là, kanji plus katakana ça nous fait 2 alphabets. Eh oui, tu l'auras compris, on va en avoir un 3e histoire de simplifier les choses. Bah oui, bien sûr, oui. Bon, en vrai, le dernier, il s'appelle hiragana et il est complètement calqué sur les katakana. Donc en gros, c'est exactement le même alphabet que pour les katakana avec le même délire, consonne plus voyelle qui donne une syllabe, une lettre syllabe, mais cette fois, on va les écrire un peu différemment. Ah, je suis sûr que vous l'avez pas venir celle-là. Mais du coup, à quoi ça peut bien servir d'avoir les katakana et les hiragana? Eh bien, pour simplifier, je te l'ai dit. Non, en vrai, on va prendre les katanas. On va prendre les katanas, j'ai dit. Eh bien on va utiliser les katakana pour les mots exclusivement étrangers et les hiragana pour les mots japonais. Par exemple, en japonais le mot pain se dit pain, ça vient du français à la base, donc il s'écrit en katakana. En revanche le mot pomme en japonais se dit gingo et il provient du japonais, donc il s'écrit en hiragana. Mais pour aller plus loin, le mot japonais pour dire voiture c'est kuruma et il provient du japonais, donc il devrait s'écrire en hiragana. Cependant, on a une écriture kanji pour ce mot là, donc du coup on va l'écrire en kanji. Ah je sais c'est pas simple. Et c'est comme ça qu'en japonais on s'est retrouvé avec 3 alphabets différents. Les hiragana 46 caractères, les katakana 46 caractères et les kanji putain de 80 000 caractères. Pour en revenir avec la Chine, comme les écritures et les prononciations ont pris un chemin différent, eh bien beaucoup de choses ont changé avec le temps. Notamment la simplification des caractères en Chine. Bah alors qu'est-ce qui se passe? On n'y arrivait pas? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà à gauche un caractère chinois simplifié et à droite un caractère japonais non simplifié. Tu vois bien que quand même c'est assez similaire. Du coup on peut reconnaître ces caractères mais à quelques exceptions près leur prononciation est complètement différente. Ce qui fait que moi qui peux lire le japonais à peu près, si tu me donnes un texte en chinois ça va donner ça. Louis, est-ce que tu peux nous lire ce texte? Louis, qu'as-tu compris de ce texte? Alors c'est l'histoire d'un singe qui se déplace sur son nuage doré et qui rencontre plein de personnes durant tout son périple. Donc maintenant qu'on a tout le panel de l'écriture japonaise, je peux enfin t'expliquer comment on écrit ces symboles. Gauche à droite, de haut en bas. À ne pas confondre avec le sens de lecture de gauche à droite, de haut en bas comme en France, ou de haut en bas, de droite à gauche. Et je sais que ça peut paraître chiant, mais il faut respecter le sens d'écriture. C'est important. Au début c'est dur, mais peu à peu ça devient naturel. Oh, et tant que j'y suis, je peux aussi te parler des clés d'écriture. Alors non, malheureusement ce ne sont pas des cheat codes pour apprendre les kanji, donc les caractères chinois plus facilement. Enfin presque. Par exemple, on va prendre le kanji de l'homme. Si on le condense un peu, on va voir ce morceau de kanji qu'on va appeler clé. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir faire de multiples combinaisons de kanji. On met à gauche de la clé de l'homme le kanji de l'arbre. On a un homme qui se repose sous un arbre, il fait une sieste quoi. Paf! Ça donne le repos. Et oui, ça donne naissance à un nouveau kanji, Yasumi, qui veut dire le repos. C'est pas trop stylé? Bon en vrai ça marche pas toujours non plus, un homme plus un livre, poum, la sagesse, bah non pas du tout, le corps. Après on a aussi plein d'autres clés, par exemple la clé de l'eau, la clé du soleil, la clé du portail, la clé du métal. Le truc c'est que même si le kanji ne représente pas physiquement l'élément désigné, il y a toujours une petite logique là-dedans. Par contre au vu du nombre excessif de kanji, tu te doutes bien qu'il n'y a pas une prononciation unique pour chaque kanji. Et malheureusement non. D'autant plus que certains se lisent de 3 ou 4 manières différentes. Alors on aime bien faire simple, je t'ai dit, la simplicité. Bien, heureusement qu'on n'a pas de grammaire en fait. Si encore c'était écouris-parti sur toutes les prononciations possibles. Tu te doutes bien que c'est pas le cas. Clairement en japonais, si tu bloques sur un kanji que t'arrives pas à le lire, prononce le sho. Voilà. Je sais pas pourquoi,
Sho, c'est la prononciation qui ressort partout. Je sais pas, ils avaient un manque d'inspi. À chaque fois qu'ils savaient pas comment appeler un kanji, bon, mais Sho, voilà, Sho. Shobai, Shoko, Shoryu, Shoki, Shonen, Shokai, c'est tous des kanji qui se lisent Sho, mais qui s'écrivent différemment. Faut arrêter un moment aussi. Par contre, là on n'a pas géré au Japon, c'est sur les classificateurs numéros. Why. Alors si c'était compliqué pour vous déjà jusque là ça va être impossible. Au Japon, pour compter, on a les chiffres. Je sais, merci beaucoup. Bon, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qu'on met après le chiffre. Par exemple, pour dire j'ai 3 crayons, on va dire Enpitsu sanbon mottemasu. Analysons cette phrase. J'ai 3 crayons, Enpitsu sanbon mottemasu. Alors en japonais, on ne peut pas simplement utiliser le nombre 3 pour dénombrer les crayons, on est obligé de l'accompagner d'un classificateur numéral, c'est ce kanji, qui indique la catégorie à laquelle appartiennent les crayons. Il s'agit de la catégorie des objets longs et cylindriques, une catégorie dans laquelle on retrouvera également les bouteilles de vin ou les baguettes de pain. Et de la sorte, en japonais, chaque objet que l'on compte est forcément classé dans une catégorie. À chaque fois, c'est un kanji différent. On en a un par exemple pour les objets plats et fins, comme les pizzas, les feuilles de papier ou les CD. On en a un autre pour tout ce qui est livres, dictionnaires, cahiers, ce genre de choses, ou pour les différents types d'animaux, les gros animaux, les petits animaux, les oiseaux, etc. Et le truc vicieux, c'est que pour les japonais, c'est plus ou moins instinctif. Mais en tant que français, t'as pas du tout l'habitude de mettre un truc après le chiffre, tu n'y penses pas. Donc du coup, tu vas dire juste le chiffre et ta phrase n'aura absolument aucun sens. Enpitsu san motteru. En vrai, je vous jure, c'est pas un détail, mais on comprend vraiment pas le sens de la phrase. En France, beaucoup de gens adorent les animés, et comme vous êtes des gens civilisés, vous les regardez en voix STFR. Ah mais c'est cool hein, mais parfois la traduction... Oh non, c'est affreux. Et ça c'est quand tu peux traduire, si je vous dis par exemple de me dire bon appétit en japonais, vous allez me dire... Itadakimasu. Alors oui, effectivement, c'est bien ce qu'on dit avant de manger au Japon, mais, littéralement, ça n'a rien à voir avec bon appétit. Si on devait traduire littéralement ce que veut dire itadakimasu, ce serait je prends. Ah, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus agressif. Y a pas du tout la notion de vas-y, après toi, machin. C'est je prends. Pareil, arrêtez de dire kawaii. Non, c'est kawaii. Il faut plus long sur le i, comme ça tu surfes un peu sur la vague. Bon, après, tu me diras bien sûr qu'en japonais, on dit pan pour pain, poche dans les feux pour Paul Naref, et le bleu pour Louvre. Je crois que celui-là, c'est le pire. Et en parlant du pire, ces fameuses techniques. Comment apprendre le japonais en seulement 24 secondes et demie? Oh là là! Comment apprendre le japonais en posant son cerveau sur le côté? Comment apprendre le japonais en apprenant l'allemand? Non mais au bout d'un moment, arrêtez, je veux dire, ça ne marche pas. Sinon je ne recevrai pas des dizaines de messages me demandant des conseils pour apprendre le japonais. Et comme le disait un ninja célèbre, pour atteindre ses objectifs, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a qu'un seul chemin qui existe, et c'est celui des efforts. J'espère qu'avec tout ça vous en saurez un peu plus sur la langue japonaise avec cette petite vulgarisation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et puis je te dis à la prochaine, tchuss.